Bonsoir Arthur Kermal-Vezen. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Président et fondateur de l'association Origine, vous allez nous raconter comment vous avez réussi à retrouver votre géniteur. Je ne sais pas si c'est le terme que vous employez d'ailleurs. C'est très bien. Bon ben voilà, vous qui êtes né d'un don de sperme, votre histoire est dingue. Elle est dingue. Je précise que si on vous invite ce soir, il y a une raison, c'est parce que ce 1er septembre est un jour très particulier. À partir d'aujourd'hui, en France, les enfants qui naissent après un don de sperme ou d'ovocytes pourront plus facilement, à leur majorité, accéder à l'identité du donneur. Voilà l'article de la loi bioéthique en question. Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur défini à l'article L204. Vous vous êtes battu pour que cet article soit dans la loi. Ça fait des années que vous vous battez pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est un grand jour pour nous tous aujourd'hui. C'est bien, les choses avancent. Il faut saluer que c'est vraiment le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a fait ce que les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quand même des projets, faut que tout le monde le sache, dans les tiroirs. Mais c'est Emmanuel Macron qui a transformé l'essai, très clairement. Pourquoi je dis ça? Parce que Roselyne Bachelot avait été missionnée par Nicolas Sarkozy pour mettre en place quelque chose. Après, c'est Dominique Bertinotti qui avait été missionné par François Hollande. Et là, c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Olivier Véran, Coralie Dubost, Adrien Taquet de faire le job. Et ça a été fait. Donc, désormais, ceux qui naîtront à partir de maintenant d'un don de sperme ou d'ovocyte pourront accéder à l'identité de leur Oui, alors ce qui change beaucoup, c'est que souvent on nous disait mais il y aura une baisse des dons, vous comprenez et tout. En fait, on n'attirait que les donneurs qui acceptaient de donner avec l'anonymat absolu et à perpétuité. Aujourd'hui, on va accepter des donneurs ouverts. C'est-à-dire qu'il y avait plein de donneurs qui ne pouvaient pas donner, qui d'ailleurs nous contactent dans l'association en disant c'est chouette, maintenant je vais pouvoir donner. Parce que l'anonymat... Parce qu'il faut bien rappeler que l'anonymat est préservé. On aurait pu penser l'inverse. On pourrait penser l'inverse. Non, mais on préfère le fait de... Oui, mais parce que c'est pas la confusion des genres. Ce que je veux dire par là, c'est que l'anonymat a été maintenu pendant 18 ans. Et si un jeune... À la majorité. Voilà, a atteint l'âge de la majorité, fait une demande, alors on y répondra. Alors, votre histoire. Vous avez 38 ans ? Je crois. Ouais. Depuis que j'ai 30 ans. D'après les calculs que j'ai faits, vous avez 38 ans. Depuis quand est-ce que vous savez que vous êtes né d'un don de sperme ? Je l'ai toujours su. Vous l'avez toujours su ? Oui. Ma mère est psychanalyste, et donc elle parlait à son ventre arrondi, à ses enfants, parce qu'on est 3 enfants issus de 3 donneurs différents, en expliquant notre histoire très simplement. Et donc on est un peu tombé dedans quand on était petit. Bon, et vous avez toujours voulu connaître le nom de votre géniteur ? En fait, déjà, je pensais que tout le monde était conçu avec un donneur. Ouais. D'ailleurs, enfant, vous étiez persuadé de ça ? Et oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que mon fils aîné, c'est le cas, il y a toujours quelqu'un qui donne. Oui, effectivement. Oui, en fait, c'est vrai. Pas comme on l'entend là. Mais, merci pour ce rappel biologique. Quelque chose ce soir. Non, mais les enfants ont cette candeur incroyable. Mon fils aîné, à 7 ans, quand il avait 6 ans, il m'a dit, et moi, mon papa, faut que je te le dise, ma question est sérieuse, il est où mon donneur ? Je lui ai dit, mais c'est moi. Enfin, je crois. Normalement, si tout se passe bien, c'est moi. Et il était hyper déçu. Donc, mais vous vous êtes battu, judiciairement parlant, pour essayer de casser l'anonymat et pour essayer de découvrir l'identité. Comment ça s'est passé ? Alors moi, je n'ai pas mené de bataille judiciaire. C'est ma femme que j'ai rencontrée dans une association qui se battait pour la... Qui est dans la même situation que vous ? Voilà. Je l'ai vue... En fait, elle venait de découvrir son mode de conception, elle. Donc, je vois ce que c'est de découvrir tard son mode de conception et la détonation que ça peut représenter. Et elle a décidé de mener un recours parce qu'en fait, elle l'a découvert à l'âge de 29 ans, mais 3 ans plus tôt, elle s'était spécialisée en droit de la bioéthique sans savoir qu'elle en était le premier produit. Là, ça perturbe. Là, c'est pas évident. Je le disais, votre histoire est dingue parce que pour essayer de découvrir qui est votre donneur, au sein de l'association, vous décidez un jour, et Pauline, qui rentre des États-Unis, connaît ça mieux que nous, vous décidez un jour de faire un test ADN. Comment ça se passe ? Bon, en fait, moi, j'étais contre le fait de faire des tests ADN. Parce que je voulais que le débat public fonctionne, la démocratie aussi, le niveau des arguments était bon, normalement, ça devait passer, la colère était saine, bref, tout y était. Et le problème, c'est que ça n'avançait pas, ça patinait. On s'est fait
on a raté le coche avec Nicolas Sarkozy, on a raté le coche avec François Hollande. Trop, c'était trop. Et donc, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, faut que tu les fasses, ne serait-ce que pour être dans la bande de données. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait un test, il y a le côté marketing, c'est très sympa, on peut connaître ses origines géographiques et tout. Ok. Ouais. En revanche, il y a une section qui s'appelle les correspondances ADN. C'est-à-dire que quand vous faites le test, vous cochez une case et là, vous autorisez à ce que votre ADN soit comparé avec tous les utilisateurs. On parle de plusieurs millions de personnes. Donc, le test, en clair, vous l'avez commandé des États-Unis, il est arrivé en France. J'en ai commandé 10, j'ai appelé des potes, qu'on suit comme moi, je leur ai dit, est-ce que ça vous tente? On s'est retrouvés dans mon salon. On était filmés d'ailleurs ce jour-là, parce que je sentais que c'était un moment important, mais je misais pas un copec là-dessus. Et je fais le test. 3 semaines plus tard, j'ai le résultat. Et là, il y a un premier choc, pardon. Et là, j'ai un match de 6%. Je me dis, bon, c'est pas grand-chose. Ouais. Je discute avec des amis de l'association qui me disent... Match de 6%, il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est que, en gros, on vous explique qu'il y a quelqu'un en Angleterre, en l'occurrence... qui partage 6% de mon ADN. De votre ADN. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est un début de piste. Il y a 2 personnes dont on détient 50% des gènes. C'est son géniteur et sa génitrice. Ça, c'est comme ça. Voilà. Avec des frères et sœurs, s'ils sont demi-frères ou demi-sœurs, il y a 30% ou 25%. Bref, ça dépend parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes gènes. On n'a pas reçu forcément exactement donc la même 6% chose. Mais 6%, c'est pas mal. Une tante, c'est 13%. Ok. Pour donner donc, 15% à peu près. C'est un cousin, quoi. Donc 6, c'est l'enfant de la tante. Ça devient un cousin issu. Ça devient un cousin. Ok. Ou une nièce, un neveu. Donc vous avez un cousin. Vous découvrez que vous avez un cousin en Angleterre. Oui, enfin, je découvre... c'est Laura, en fait, c'est une cousine. Ah, c'est une cousine. Oui, je la contacte sur LinkedIn, je regarde son profil. En fait, c'est ma femme qui trouve son profil. Et je lui envoie un message via la messagerie. Oui, je fais un peu de pub en passant, excusez-moi, je suis désolé. J'y ai pas pensé. Et ensuite, on décide de se contacter tout de suite par téléphone via une messagerie gratuite. Du coup, je ne sais plus comment en parler. Voilà. Et je lui explique vraiment en toute transparence la situation. Elle comprend très bien, elle répète en boucle, ah oui, non, mais ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Le lendemain, à 11h, elle m'envoie un texto en me disant, j'ai retrouvé ton père biologique, appelle-moi maintenant. Donc, en fait, j'ai retrouvé mon donneur en 12 heures. Comment elle a fait, elle? Parce qu'elle avait l'arbre de généalogie. Elle a mené l'enquête dans sa famille, elle a interrogé les uns les autres discrètement parce qu'elle-même ne savait pas qu'il y avait un donneur. Et ils ont tous été ravis de découvrir qu'il y avait eu un donneur. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait dans la famille, effectivement, quelqu'un qui vivait en France à l'époque à peu près de votre naissance, et qu'au niveau des âges, ça pouvait coller, il pouvait être votre géniteur. Oui, alors, sauf que moi, je suis issu de paillettes congelées pendant 10 ans. Il a donné dans les années 70, j'ai été constitué dans les années 80. Donc, je dis ça parce que la loi ne prévoit rien sur la limite de durée de la conservation des... Je veux dire, quand on est conçu comme moi, on se dit, tiens, et si on mettait peut-être une limite quelque part, parce que c'est intéressant de questionner quand même les limites. En 12 heures, vous découvrez qui est votre père. Qu'est-ce que vous faites? Qui est mon géniteur? Votre géniteur, pardon. Bien essayé. Il fallait bien que je le fasse. Parce que mon père peut regarder. Il fallait, pardon, vous avez raison, il fallait que je la fasse une fois, je suis désolé. Voilà. Non, parce que vous savez, ça c'est important, parce que mon père, un jour, exaspéré, m'a dit, mais pourquoi on dit donneur? C'est moi qui ai tout donné, c'est moi qui t'ai versé du jus d'orange le matin, c'est moi qui me suis occupé de toi, je me suis inquiété pour toi, c'est moi qui ai donné de mon temps, je me suis investi, le vrai donneur, c'est moi. Donc, fais quelque chose. Donc maintenant, c'est géniteur. Donc, géniteur, vous le découvrez au bout de 12 heures, vous avez son identité, qu'est-ce que vous faites? Il fallait élaborer une technique d'approche. Il fallait mener une enquête, et donc j'ai retrouvé en fait en 30 secondes sur Internet, via un site qui contourne les listes rouges, j'ai retrouvé en fait son numéro. Existe, ça existe. C'est pas le sujet, pardon. Je pourrais vous rencarder. Et donc j'ai retrouvé son adresse, et donc j'ai décidé d'écrire un courrier que j'ai élaboré avec mon père. Ça, c'était important parce que je voulais pas que mon père soit à l'écart dans cette démarche, parce que c'est lui qui a sollicité le donneur pour que je sois là. C'est lui qui était à la base du truc, donc je voulais pas... voilà. Donc il était associé. Et donc il m'a donné des conseils que j'ai pas écoutés, mais il était quand même associé. Et ensuite, j'ai loué un gîte pour dormir avec mes enfants et ma femme juste à côté de sa maison. Parce que je me suis dit, montre-moi ton jardin et j'en saurai un peu plus sur qui tu es. Parce qu'il avait un jardin. Ouais. Sauf que pas de peau, le gîte ne donnait pas sur le jardin. Enfin bref, ça a été, voilà. Et je me retrouvais à tourner comme un lion en cage. Et puis au bout d'un moment, j'ai simplement contacté nos hôtes en leur disant, bon, écoutez, je suis pas venu pour votre belle région. Par contre, il y a un monsieur, voilà ce qui se passe. Et donc ils m'ont mis en relation avec les voisins qui le connaissaient bien. Et donc j'ai demandé aux voisins de bien vouloir prendre mon courrier et de remettre en main propre
à Gérard, Gérard. ce courrier, parce que je ne savais On a pas un si sa prénom femme était au désormais. courant qu'il avait donné. Ouais, bien sûr. Fallait être le plus délicat possible. Et alors moi, je connais la suite de l'histoire. Alors Comment s'est passée la rencontre? J'adore. on attend. Et alors Je suis perdu dans la campagne avec mes 2 enfants endormis parce que je voulais pas qu'ils réveillent toute la maison. Lendemain d'un réveillon, nous sommes le 25 décembre, il est 10h. Mon téléphone sonne, par chance, il y a une antenne relais. On est dans le fin fond de l'Oise et de la Picardie, à la limite de la Somme. Donc je vous dis vraiment, il n'y a pas d'antenne relais. Mais là, il y en avait une. Et mon téléphone sonne et j'ai une voix qui me dit qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h. J'ai dit je sais pas, mais je suis pas bien réveillé, la fête était bonne quand même la veille. Il va falloir me répondre assez rapidement. Il me dit oui, vu le temps que tu as passé à me chercher, ça serait vraiment dommage. Je dis ah si, alors si ça pouvait être Gérard, ça serait génial. Et là, je ne voyais plus le paysage, j'étais obligé de me garer, ça devenait dangereux. Et il me parle pendant 30 minutes, 45 minutes en me disant voilà, je comprends très bien ta démarche, je sais pas du tout si on va bien. Non, d'abord, il me dit bravo de m'avoir retrouvé. Cette démarche, je la comprends et je ne sais pas si on va bien s'entendre, mais je m'engage à répondre à toutes tes questions. Et est-ce qu'il a répondu alors Il a répondu questions à beaucoup de mes questions. Parce que mon interrogation, justement, c'est une question assez vaste, hein, mais qu'est-ce que, si vous le savez me l'expliquer, mais qu'est-ce que vous recherchiez exactement en recherchant ce père, justement, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Les enfants de géniteur. Géniteur. Les enfants de cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc moi, je suis fils de psychanalyste, donc je cherchais pas juste un pédigré. Je cherchais. D'ailleurs, il était un peu déçu dans mes questions. Il me disait mais moi, au final, est-ce que je t'intéresse? Parce que j'interrogeais beaucoup ses parents, ses grands-parents. Je voulais savoir, je voulais connaître tous les maillons de la chaîne et pas juste une personne. Et donc, j'ai découvert un grand-père résistant, communiste. Qui connaissait par cœur le dictionnaire à 10 ans. Vous dites grand-père. Ouais, là, vous dites grand-père. Vous dites, parce que vous dites géniteur, mais c'est Géniteur, ce mais- serait grand géniteur. Oui, mais alors, grand géniteur, c'est quand même Ça fait bizarre bizarre. en bouche. Oui, c'est un vrai. peu comme Non, c'est pas évident à dire comme ça. Ça, Mais c'était il y a 4 ans. ça, c'était en 2017, Ouais, c'est ça 5 ans. Vous êtes toujours en contact avec Gérard? Toujours. Toujours? Ouais. Quel genre de contact? C'est régulier? Après, il faut inventer... Là, par exemple, vous lui avez dit que vous passiez à la télé ou pas? Alors non, je dis pas ce genre de choses-là, parce que ni à personne, en fait. Je suis déçu. Non, enfin, ni à personne. Je veux dire, Non, je rigole. je veux pas me mettre trop la pression non plus. Et puis, non, mais par contre, on prend de nos nouvelles. Je sais où il est en ce moment, par exemple. Et il y a cette démarche chez vous qui a été le fruit aussi du hasard et qui se règle en 12 heures. Mais est-ce que c'est tout ce cheminement-là que vous voulez éviter aux autres, si je puis dire, qui sont dans la même situation que vous, dans votre combat pour changer la loi? Est-ce que ça a été ça le moteur aussi? En fait, en toute honnêteté, comme je suis représentant des associations de défense du droit à la connaissance des origines au CNOP, c'est-à-dire le Conseil national d'accès aux origines personnelles qui a été créé par Ségolène Royal pour les nés sous X, là où je suis inquiet, c'est que je ne vois pas en quoi une commission sera plus efficace qu'un test ADN. Je sais, c'est horrible à dire, mais en toute honnêteté, là, par exemple, nous, on a des gens dans l'association qui arrivent à avoir des matchs ou à prendre contact avec des gens de la famille des donneurs. Ça, une commission ne pourra jamais le permettre. Et là où le bas blesse, c'est que vraiment, pour les femmes qui sont retrouvées 30 ans plus tard, après avoir accouché dans le secret, on leur pose d'emblée, au premier coup de téléphone, de savoir si elles veulent maintenir le secret de leur identité après leur mort. Donc non seulement ça sera pénible pendant la vie de cette femme, mais ce sera pénible aussi pendant sa mort. Et je trouve qu'il y a des choses que moi, je qualifie de perverses, et vraiment parce que je le ressens avec violence, donc je le dis avec ce mot qui est vraiment fort. Et qui nous dit qu'on ne va pas faire la même chose avec les donneurs? Qui nous dit qu'on ne va pas appeler au premier coup de fil les donneurs en disant « vous pourrez maintenir votre secret après votre mort ». Ça, moi, je trouve qu'il y a des maltraitances administratives, des maltraitances démocratiques même, qui sont organisées, on paye pour ça, et alors que c'est largement évitable. Moi, aujourd'hui, je ne parle plus d'accouchement sous X, par exemple. Je parle d'accouchement sous vide. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'accouchement dans le secret. Un secret, c'est je vous livre quelque chose et vous mettez un mouchoir dessus. Mais là, on livre rien. C'est-à-dire qu'on recueille même pas l'identité des femmes qui accouchent dans les hôpitaux. Donc, c'est de l'accouchement sous vide. Voilà. C'est un changement culturel énorme parce que, on est passé à l'époque, il y a 30 ans, c'était le principe même de la PMA, c'était le désintéressement, la gratuité, l'anonymat.
Et à l'origine, c'était pour protéger en fait presque le père déficient d'une certaine façon. On voulait éviter qu'il ait à assumer le fait de ne pas avoir pu procréer son enfant. On pensait d'abord à lui d'une certaine façon et on se disait ne rien dire. Si personne ne dit rien, ça passe. Mais ce changement culturel qui consiste à dire que le secret en fait est devenu petit à petit un sujet, un nœud en fait. Vous êtes enfant de psychanalyste, mais il a fallu des commissions, des anthropologues, des psychanalystes pour dénouer tout cela et comprendre que le secret en réalité était pire que le fait de dire la vérité. En fait, ce qu'il y avait d'aberrant dans les textes de loi, c'est que alors qu'on a créé la PMA pour générer la venue au monde d'un enfant, il n'y avait pas une fois le mot « enfant » écrit. Donc le législateur, en fait, a organisé l'anonymat, comme vous le dites, uniquement pour éviter que le père rencontre le géniteur. Sans penser à l'enfant, sans penser on à n'a pas du tout pensé à l'enfant. Il y a un gros déficit. Moi, ce que je déplore, mais bon, après, quand on connaît un peu un dossier, on aimerait que ça aille plus loin, c'est qu'on a fait un copier-coller dans la loi de ce qui existe pour les nés sous X. Et donc, je me réjouis, mais très clairement, on aurait pu faire largement mieux. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour prolonger un peu votre réflexion. C'est vrai que, en fait, la conception de la famille a évolué. Et comme vous avez parlé de père déficient, et en fait, ce concept-là est en train de disparaître en fait du débat et même du vocabulaire au profit. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de concurrence il n'y a pas forcément de concurrence entre un père et un géniteur. Et tout ça, si c'est dit dès la naissance, si c'est expliqué, si c'est vécu de façon apaisée, en fait, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de le dire. Effectivement, la question de l'anonymat, moi, je trouve ça très bien. Après, je mettrais juste un tout petit bémol, c'est qu'il y a l'exemple de l'Australie. Alors, eux, c'est un peu plus violent que chez nous, mais eux, ils ont levé l'anonymat. En plus, eux, de façon rétroactive, il y a 5 ans. Et eux, ils ont vu une baisse des dons de sperme. Et là, ils sont obligés d'aller chercher du sperme à l'étranger. Donc, c'est quand même un peu... connaît pas aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais je voulais juste dire un mot, c'est à propos de la baisse des stocks. On va continuer à utiliser les stocks des donneurs anonymes aujourd'hui. Et puis, la commission les rappellera, etc. Au Portugal, ils ont fait un truc formidable et ça réglait le problème des stocks. C'est qu'ils ont rappelé les donneurs en leur disant, voilà, la loi a changé, est-ce que vous maintenez votre don ou pas ? Et du coup, il y a quand même 70% des hommes qui ont maintenu leur don. Il y avait moyen de sauver les stocks. Arthur Kermal-Vezen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je précise que vous avez écrit Le Fils aux éditions L'Iconoclaste, écrit avec Charlotte Rothman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir raconté votre histoire ce soir dans 22h Max.